Donc, merci à tout le monde d'être là, puis merci au Never Apart aussi de nous fournir l'espace. Étant donné que c'est le mois de l'histoire des Noirs, c'est un bon moment, je pense, de penser à les personnes qui ont vraiment contribué à la richesse culturelle de Montréal. Puis Doudou, c'est une de ces personnes-là. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, Philippe va peut-être nous présenter. C'est ça, Échantillon, dans le fond, c'est notre projet à Justin et moi, avec Ariel qui devrait arriver dans pas trop long. Ce qu'on essaie de faire depuis septembre 2016, c'est de contextualiser finalement les esthétiques africaines dans les rapports de pouvoir, surtout dans la manière dont on les reçoit, de la manière dont on les produit, on les consomme ici à Montréal. Fait qu'essentiellement, c'est ça. C'est un projet à la radio, d'une part, sur les ondes de antennas, et puis de fil en aiguille, on s'est aussi tourné vers une dimension un peu plus événementielle. Fait que des événements comme celui-ci où on discute avec des gens, des panels, des discussions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Doudou Boissel, c'est un homme à multiples talents. C'est un peintre, c'est un poète, c'est un promoteur de spectacles. Il fait beaucoup d'autres choses. Il fait de la sauce piquante, entre autres. Il fait beaucoup de vous êtes supposé de me donner de la sauce piquante, en fait. Vous m'avez promis un échantillon l'année dernière, puis j'ai pas encore reçu. Mais une petite biographie, juste pour vous donner une idée de M. Boissel. Il est né en Guyane, puis à 23 ans, il va vers l'Europe, où il passe quelques années. Puis c'est en 1970 qu'il arrive au Québec. Puis pour les premières années, il est dans le communautaire. Il ouvre un centre pour les jeunes et les adolescents défavorisés, dans les jeunes du centre-sud. Il offre des activités artistiques pour ces jeunes-là. Puis c'est en 1975 qu'il ouvre le club, le Rising Sun, qui devient rapidement un des clubs de jazz et blues le plus réputé. Puis en 1978, il fonde le premier festival de jazz à Montréal, qui, honnêtement, est la première de sa sorte à Montréal, puis qui donne vraiment, qui ouvre le chemin pour le Festival international de jazz qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est grâce à lui que des Montréalais ont pu entendre des musiciens comme Nina Simone, B.B. King, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Esther Phillips, énormément d'artistes qui passaient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un ici à Montréal qui savait les accueillir puis qui savait les connecter avec des foules vraiment passionnées de musique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu avec Doudou du FestiJazz. Il va nous parler du festival, puis des défis qu'il y a eu à monter ce festival-là. C'est la manière qui a été reconnue à l'international. Puis on va comparer ça à la reconnaissance qu'il y a eu ici, à Montréal. Puis on va aussi parler de production de spectacles, parce que Doudou continue à produire des spectacles qui sont souvent, honnêtement, des spectacles qui sont complets, qui continuent à être très sollicités et encore très impliqués dans le monde de la musique. Donc, voilà, c'est un peu la feuille de route pour la discussion. Ça, donc peut-être, Doudou, pour commencer, pour situer un peu tout le monde, on va commencer à parler du FestiJazz, mais c'est ça, pour nous orienter un peu, puisqu'il y a eu le club, le Rising Sun avant, si vous pouvez nous parler un petit peu du passage, finalement, du club vers le festival. Comment ça s'est... D'abord, je vous remercie pour votre invitation de participer à cette émission-là. Je trouve extraordinaire, d'une belle place aussi, dont je pense que beaucoup de gens devaient connaître cette place ici, là, et ce que vous faites. Je ne suis pas sorti de la Guyane directement pour venir ici. J'ai quitté la Guyane à 23 ans, un peu vagabondé en Europe. J'ai vécu à Paris 12 ans, j'ai vécu aussi en Suède 3 ans. Évidemment, j'ai laissé des bébés là-bas. J'ai 4 filles et des petits-enfants aussi. Mais je n'avais pas l'intention de rester
à Montréal ici parce que j'avais mon frère qui vivait ici. En principe, quand j'étais à Paris, là, avec les événements de 1968, eh bien, j'ai passé un mauvais moment parce que je venais d'arriver de Suède. Alors, vous voyez, on déboulonnait les briques qu'on voyait sur les policiers, puis les policiers qui frappaient tout le monde avec des bottes sur les étudiants de la maison de mines. J'ai compris tout de suite que la France était finie, même l'Europe c'était fini. Alors j'ai décidé je pensais aller aux Antilles, retourner aux Antilles. Et puis j'ai changé d'idée finalement, je suis venu ici comme j'avais mon frère. Je ne suis pas venu pour rester ici. Je suis venu pour passer un mois à cause de mon frère qui habitait ici. Et puis les choses ne se passaient pas comme maintenant au niveau de l'immigration. Après un an, l'immigration m'a demandé et pourquoi je ne reste pas, pourquoi je ne fais pas une demande justement d'être immigré ici. C'est différent maintenant. Alors, ce n'était pas la même chose. Finalement, j'ai décidé parce que je suis arrivé au mois de septembre. En décembre déjà, j'avais une émission avec Radio-Canada, avec mes poèmes, avec Robert Blondin. Et coup de chance pour moi, lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré toute la crème de ceux qui sont fâchés, c'est-à-dire du Parti québécois. Alors, j'ai rencontré Robert Blondin de Radio-Canada, puis on a fait des émissions. J'ai fait une première émission avec Robert Blondin, puis avec Roger Citerne. Je suis parti, je suis retourné en Guyane pour quelques mois. Je suis allé monter une pièce aussi à Suriname, une pièce que j'avais écrite moi-même. Et puis l'année après, 71, je suis retourné ici. Et j'ai trouvé c'était très intéressant parce que en sentant dans une atmosphère de guerre à Paris des années 68, j'ai trouvé que les gens étaient très gentils, extraordinaires. La seule chose, dès mon arrivée, j'étais à la gare du bus, là, et puis je suis rentré prendre un déjeuner, et la serveuse me demande, qu'est-ce que vous désirez comme breuvage? Comme breuvage. J'ai dit, écoute, dans ma tête, est-ce qu'elle me prend pour un cheval ou quoi? Parce qu'on ne parlait pas le même français. Alors, si c'était un noir qui était un petit peu susceptible, là, il n'aurait pas bien pris. Mais finalement, le français, c'est le beverage anglais qu'on a utilisé comme... Bon, mais une chose que j'ai constatée, qu'il n'y avait rien qui représentait la culture noire ici. D'ailleurs, il n'y avait presque pas de noirs. Tous les noirs qui étaient ici, c'était des professeurs, des médecins, tout ça. C'était Monsieur Nègre qui était ici. Et ce n'est qu'en 72, avec la loi Couture, que justement la réunion des familles, là, que toute cette masse est venue ici. Mais il n'y avait rien qui représentait vraiment la culture noire aussi. Alors j'ai pensé, peut-être, je voulais faire un théâtre expérimental comme La Mama, parce que je connaissais La Mama. Mais on n'était pas prêt pour ça, on ne connaissait pas ça ici. Alors finalement, j'ai dit, mais il faut que je trouve quelque chose qui représente les Noirs culturellement. J'ai ouvert un club qui s'appelle Rising Sun, le club de jazz. En 1975. Ça a été en 1975. Avant, j'ai eu des restaurants, les restaurants aussi, restaurants La Casa Doudou. Mais une chose que j'ai fait aussi, c'est que d'abord, j'avais ouvert un centre culturel, un centre de visiosonie, et je m'occupais des enfants qui ont, des enfants défavorisés, du plongeonnement jusqu'à Visitation et Bordeaux, ça.
J'en avais au moins 600. Après ça, entre-temps, j'ai eu beaucoup de difficultés pour avoir un permis pour opérer. Un permis d'alcool? Un permis pour ouvrir un club. Quand je suis allé, j'ai demandé un permis pour ouvrir un club de jazz. Il fallait aussi demander un permis pour la ville, un permis pour la boisson. Alors, justement, l'avocat du permis de boisson m'a dit, mais vous voulez ouvrir un club de jazz? Ben, c'est la prostitution, c'est ça, le jazz. Alors, j'ai expliqué, j'ai dit, je vais ouvrir un club avec la musique québécoise, mais de temps en temps, je vais faire du jazz. C'est comme ça. C'est la façon que j'ai pu avoir un permis. Je n'avais pas encore le permis d'opération pour la place, parce que les fonctionnaires de la ville, quand j'ai fait la demande, carrément, et même lorsque la demande était, et la police était OK, lorsque le fonctionnaire m'a vu, il m'a dit, il avait le permis. Il m'a dit, bon, il faut que je retourne ça à la police pour voir si tout est correct. Alors, j'ai fait, comme vous me connaissez, j'ai fait un désordre, justement, à la ville de Montréal, là, où on donne le permis d'inspection. Et puis, un policier est venu, on a appelé la police, le policier est venu, il m'a emmené dans son bureau, parce qu'il m'a dit, monsieur, Doudou, vous savez, on ne connaît pas de Noirs dans les affaires ici. Alors, je vais m'occuper de ça. C'est lui qui est allé voir. C'était la période de drapeau qui m'a permis d'avoir mon premier permis d'opération pour Rising Sun. Et par la suite, j'ai commencé à faire des musiciens locaux. Tous ces grands musiciens que vous voyez ici, là, maintenant, sur la scène musicale québécoise, là, ils ont tous connu leur embryon ombilical coupé au Rising Sun. Donc, au début, c'était surtout la scène locale. Oui, voilà, la scène locale, évidemment. Tous ces gens qui... Diane-Tell a commencé avec moi, elle avait 16 ans. C'était une fille extraordinaire, vraiment. Là, chef d'orchestre déjà à 16 ans, évidemment avec ces musiciens, c'est des Anglais. Parce que dans le fond, dans cette période, c'est plutôt le côté anglophone. Si bien qu'il y avait, avant moi, pendant des années, il y avait un club qui s'appelle le Rocket Paradise. De Rufus Rockhead. Oui, de monsieur jamaïcain, Rockhead, là, et qui avait ouvert un club dans les années, je pense, de l'année 60, où tous ces grands venaient aussi, là, même le Oscar, Sammy Davis Jr., tous ces gens venaient dans son club. Mais le club a été fermé pendant une dizaine d'années. Alors, lorsqu'il était, enfin, il partait, comme on dit, dans l'autre endroit, là, alors son fils m'a approché pour si je voulais acheter le club. Alors, je l'ai acheté, il s'appelait Doudou Rockhead. J'avais 2 clubs en sorte, le Rising Sun Sainte-Catherine et le Rocket Paradise, que j'ai appelé Doudou Rockhead. Bon, quand j'ai commencé, après un certain temps, je faisais, par exemple, les musiciens locaux, là, mais les vrais amateurs de jazz, là, ils ne venaient pas. Alors, c'est là que j'ai fait venir un premier musicien de jazz, un premier groupe américain. C'est qui? Et puis le mot s'est dit, les autres, quand les musiciens voyageaient, se rencontraient par exemple au Japon ou d'autres endroits. Le mot se passait. Alors, ils ont transmis le mot. Et il y a un brother qui a ouvert un club à Montréal. The Brother in Montreal, c'est ça. Alors, en fait, Rising Sun, c'est une affaire de Black Brother. Alors, ils sont tous venus. J'ai commencé avec Art Blakey, et
tous les légendaires, presque tous sont venus, que ce soit Dizzy, Baby King, tout ce monde, ils sont tous venus dans le petit club Rising Sun. Ils restaient jusqu'à 8 h du matin, des fois, à bavarder avec les gens. Là. Enfin, c'est une famille, en fait. Mais il y a Rassan Roland Kirk qui était venu, le grand Rassan. Rassan Roland Kirk, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce musicien qui joue avec 2 saxophones à la fois. Avec ses lunettes de soleil tout le temps, Oui, même quand c'est le soir dans le club. des bonnes petites histoires avec Rassan. Quand il est arrivé, il ne voyait pas, là, il était aveugle. Quand il allait à l'hôtel, alors il demandait toujours une chambre avec une belle vue. Et puis Rassan payait, c'est lui-même qui payait tout, hein, l'hôtel et tout. Il savait chaque billet, quelle était sa valeur. Chaque billet est Rassan. Il m'a vraiment impressionné parce qu'il ressemblait à mon père. À un certain montant, je vais vous parler enfin du festival de jazz. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait le passage entre le club puis la première édition du festival dont on voit l'affiche juste à côté? Comment vous avez décidé de faire le festival? Eh bien, je suis allé voir un concert de Rassan. Il venait de jouer chez nous. Il jouait aux États-Unis, je crois, c'est au Vermont, quelque part, là. Et puis, ça m'a donné l'idée d'ouvrir un festival de jazz à Montréal. Alors, je suis venu, j'avais un ami, Sean Oxley. Il y avait aussi à Montréal un réalisateur des États-Unis qui était là, on a parlé. J'ai dit, il faut faire un festival de jazz. Mais Doudou n'avait pas un sou. Comment faire un festival de jazz à la place des arts sans un sou? Je suis allé voir M. Florent, celui qui était chargé justement de louer la salle, quand je lui ai parlé de festival de jazz. Il dit, festival de jazz? Comment ça, festival de jazz? Ici, c'est une place pour le classique. Mais qui est-ce qui va venir? J'ai dit, mais écoutez, monsieur, va venir Baby King. Il dit, Baby King, du blues. Mais non, c'est du rock. C'est un rock. Il dit, mais non, Baby King n'est pas rock. Enfin, j'ai dû vraiment me battre pour le convaincre qu'il fallait faire un festival de jazz. En fait, c'est le premier festival international de jazz de Montréal le 21 juillet 1978, dont vous voyez l'affiche qui est là. Alors, j'ai essayé, j'ai appelé les musiciens. Ils étaient tous d'accord de venir, mais le mot s'était déjà dit, c'était Black Brother. Oui, vous avez réussi à avoir la confiance de Ils sont tous ces venus artistes-là. vraiment là, payer leur voyage, payer le transport, payer l'hôtel, payer tout. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être très bien reçus à cause bien de sûr. toutes les fois que vous les avez accueillis au Rising Ils Sun. avaient déjà joué dans le club aussi. En fait, ils me faisaient connaissaient. tellement confiance que souvent, ils arrivaient, ils payaient leurs dépenses eux-mêmes, payaient le billet d'avion, le billet de bus, ils performaient, puis vous réglez toutes les questions d'argent par la suite. C'est ça. Ce que les promoteurs ne pouvaient pas vraiment tous dire qu'ils faisaient la même chose Et ça, à l'époque. pas de contrat hein, aussi. C'est pas normal. Hein. Mais ça c'est la partie qui a été... Normal. c'est la partie qui a été peut-être le plus facile, mais ça a été compliqué de créer ce festival. Vous avez essayé d'avoir des subventions. Subvention. Vous avez déjà vu donner un négro en subvention à Montréal? Lorsque j'ai demandé pour une subvention, eh bien, vers 1h du matin, un certain monsieur de Québec m'appelle Doudou,
faites ton demande de subvention, je vais te voir. Et puis, j'ai rien entendu. Après, je reçois une lettre, me dit, bon, écoutez, je le rappelle, et dit, bon, on ne peut pas avoir 2 festivals de jazz en même temps. Exactement que le monsieur de la Place des Arts, qui faisait justement la réservation, la location, après, j'ai fait le premier festival en 78, 79, 80. Après ça, le monsieur m'a dit, vous savez, on ne peut pas faire de festival en même temps. Donc en 80, En 80. il y a eu ce conflit-là entre Oui. les deux festivals. Alors c'est là que j'étais... Je ne sais pas que j'ai quitté, j'étais forcé de quitter. C'est pas qu'il n'y avait pas de subvention, en fait. Non, les subventions, oubliez ça, là. Québec, déjà à Québec, ils ont dit la réponse qui ne fait pas de... Comme ça, c'est un précédent. Au fédéral aussi, ils m'ont écrit que s'ils m'accordent une subvention, ça sera un précédent. Alors, lorsque j'ai dit au fédéral, mais ce festival, il y a un Québécois qui est Oscar Peterson. Ils m'ont dit, Oscar Peterson, mais c'est un Américain. J'ai dit, Oscar, j'ai dit, non, il est né ici. Il est Canadien. Il est né ici, à Petite-Bourgogne. Il a assez d'argent pour vous aider. Voilà. Alors, à penser à une subvention, oubliez ça. Puis ça, c'était la raison officielle qu'ils vous ont donnée, c'est qu'ils voulaient promouvoir le contenu québécois et canadien et qu'ils ne voulaient pas promouvoir du contenu américain. C'était la raison officielle. Ce serait un précédent. S'il m'a accordé une subvention. Mais j'ai tout compris. Mais moi, je n'arrête pas, là. Je fonce. Si j'attendais des subventions, ben jusqu'à maintenant, là, je ne serais pas de Duboissel. Mais j'avais confiance. Ma confiance, c'était le musicien. Alors, lorsque tout était arrangé la veille, parce que la veille, je suis allé voir le banquier, la Banque de Montréal, que je connaissais très bien. Il m'a dit, mais Ludo, comment tu viens me chercher, me demander de l'argent pour payer ton festival? Comment ça? J'ai dit, mais ça fonctionne. Il m'a dit, écoute, je conseille toujours les clients de mettre de l'argent de côté pour s'ils en ont besoin, pour trouver cet argent, pour faire ce qu'ils veulent. Alors, il m'a dit, mais écoute, Doudou, là, tu sais, là, moi-même, là, ma carte dans le rouge, je suis obligé de prendre la carte de ma femme pour acheter les séries de hockey. Alors, est-ce que c'est vrai, Yolande? C'est vrai? C'est donc, ok. Parce que ces cartes étaient dans le rouge, carrément. Alors, il m'a dit, bon, ben, va à la Place des Arts, d'amener le truc de combien de billets qu'ils ont vendus. Et puis, bon, ben, enfin, et puis, finalement, il m'a donné l'argent. C'est la façon qu'est né le premier festival de jazz. Oui. Et vous dites? Non, je dis donc 3 ans. Puis ensuite, ça a été déplacé par le Festival international de jazz. C'est ça? Non, parce que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Ni la Place des Arts, ni personne. Je m'étais adressé justement à Jean Drapeau. Jean Drapeau m'a écrit personnellement. Le maire de l'époque? Oui, que le maire de Montréal, que peut-être il faudrait confier ça à quelqu'un d'autre qui sont dans le milieu, là. Voilà ce qu'il m'a répondu. J'ai toutes les preuves quand vous le désirez voir. Alors, j'avais compris. Au début, et les médias, parlons des médias un petit peu là. Les médias, sitôt que les ciments, ceux qui
Et maintenant, a commencé le festival de jazz en 80. En 80, parce que j'ai les enregistrements, si vous voulez les voir, là, que j'ai enregistré le festival jazz en 1978 et eux en 80. Eh bien, est-ce que ce que je disais là? Vous nous parlez en 1980, Oui. quand il y a une compétition entre le Festival international Oui. de jazz. C'était Alain Simard, c'est ça? Oui, Entre alors autres? j'ai découvert l'histoire de la création du festival de jazz qui existe maintenant. Là. C'était un certain Alain de Grosbois et Alain Simard de ce festival de jazz qui ont créé ça. Alain de Grosbois travaillait à Radio-Canada. Alors vous voyez le complot que c'est là. Et comment j'ai su ça? C'est que lorsque Alain de Grosbois est mort, là, Simard a publié comme quoi que Alain de Grosbois, c'est là qu'il a dit que c'est Alain de Grosbois de Radio-Canada qui a fondé leur festival de jazz, Caril First. Je me rappelle d'avoir lu cet article-là aussi, Oui. puis d'avoir été surpris de lire à quel point on faisait son éloge comme quelqu'un qui avait vraiment donné naissance à cet engouement-là à Montréal pour du jazz. Alors que ce qu'il a réellement fait, c'est apporter de la musique américaine avec un festival de taille, alors qu'on niait l'importance de cette musique-là, quand c'est vous-même qui avez fait la demande. Ah, j'étais pris partout. Hein. Même la guilde de musiciens s'attend sur l'histoire parce que j'aime les musiciens américains. Alors, à un certain moment, le ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, a donné 8 millions de dollars à Alain Simard pour emmener les musiciens américains. Voilà la situation. Il faut dire vraiment, là, pour être un peu court, là, vous voyez la situation de tous ceux qui ne sont pas québécois pur laine, malgré que moi, je suis un québécois pur laine, mais noir. Vous voyez, pur laine noir. Mais ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas du tout, là. Et ce qui est assez comique, c'est que une chose que j'ai, c'est l'espoir que j'ai. Mon espoir repose sur nos jeunes. Nos jeunes qui ont beaucoup de vigueur, là, qui vraiment, qui m'ont pris en main et qui foncent. Parce que vous avez des gens comme Anastasia, Winnie Gelange, là. Winnie Geldof. Oui, oui. Et il y en a vraiment toutes. Et je suis tellement fier de ces jeunes que maintenant, qui ont pris vraiment le flambeau et qui continuent à faire des choses extraordinaires. Et pour vous dire que aussi maintenant la communauté noire, les communautés noires, c'est pas la communauté noire parce que leur façon de dire les choses, la communauté noire, comme c'est que les Noirs, ils sont, de toute façon, là d'où ils viennent, c'était tous juste des nègres. Alors, tout le monde, c'est des nègres. Ça vient de n'importe où, là, mais c'est ça, là. C'est pour ça. Mais c'est les communautés. C'est important de le savoir. La communauté, en plus de ça, dans les communautés noires, il y a des Saint-Luciens, il y a chacun, il y a des Barbadiens, et puis aussi, mais une grande communauté, une des plus grandes communautés qui existent ici à Montréal, c'est la communauté haïtienne et bouge. Et bouge. Et cela me fait plaisir que vraiment qu'ils m'ont reconnu. Ça fait des années avec le mois de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça nous apporte à la prochaine thématique qu'on voulait parler. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la reconnaissance que vous avez eue à l'international? Puis peut-être contraster ça avec les reconnaissances, les prix
officielle que vous avez reçue ici à Montréal? Je sais qu'en Afrique, on vous reçoit comme un roi, selon ce que vous m'avez dit. En Amérique aussi, les gens savent vous êtes qui. Ils savent que vous êtes The Brother from Montreal. Mais est-ce que vous voulez nous parler un peu de la reconnaissance que vous avez reçue? J'ai été extrêmement bien reçu en Haïti. Parce que j'avais un projet pour faire le premier festival de jazz d'Haïti et aussi un projet du reboisement du pic Macaya. Le gouvernement m'avait déjà donné, jusqu'à maintenant j'ai des papiers, je peux aller n'importe où au nom du gouvernement haïtien pour avoir de l'argent pour faire un festival de jazz. Mais c'est juste, quand j'étais là-bas, il y a des Haïtiens qui vont venir et m'ont dit, mon cher, c'est pas le temps. Après, j'ai été honoré en Guyane française aussi. Et en Guyane française, je suis originaire de Guyane française. J'ai été honoré à Brooklyn, aux États-Unis, à New York. J'ai reçu un prix pour le Brooklyn, Central Brooklyn Jazz Consortium. Brooklyn Jazz Consortium. Je suis allé aussi en Afrique du Sud, d'abord en Sénégal. Et vraiment reçu fausse classe, on m'a honoré au Sénégal. Je suis allé aussi en Afrique du Sud. C'est le nord-ouest de l'Afrique du Sud. J'ai été reçu comme un chef d'État. Mais pendant ce temps-là, ici à Montréal, on ne reconnaissait pas encore votre travail. Ils connaissent très bien. Ils savent. Ils connaissent très bien. Ils étaient au courant, mais ils n'ont pas voulu. Il n'y a pas un ministre qui ne me connaît pas, il n'y a pas un maire qui ne me connaît pas. Ils savent très bien. Ils savent non seulement, ils savent très bien, mais ils savent comment prendre Doudou et puis le mettre dans une boîte et puis qu'il se calme. Ça a pris vraiment longtemps avant que les gens des différentes communautés noires commencent à réclamer, en même temps que vous, parce que vous êtes battus aussi pour avoir cette reconnaissance-là. Ça a pris beaucoup de temps avant que, par exemple, vous avez reçu l'année dernière, en 2018, vous êtes devenu chevalier de l'Ordre des Chevaliers de Montréal. Oui. Pourquoi ça a pris autant de temps? Mais parce qu'ils ont vu que nos négros bougent. C'est-à-dire que j'ai été reconnu par le mois de l'histoire de Noir 2 fois et j'ai été honoré dans le Gala Dynastie qui a été extraordinaire. Il y avait 1280 personnes là, même Manglade et la mairesse et puis comment il s'appelle, le Premier ministre maintenant était là. Et justement, dans cette cérémonie, pendant 15 à 20 minutes, les gens sont debout pour m'applaudir. Et là, j'ai demandé, bon, je pense que c'est le temps qu'il y ait une plaque à la Place des Arts qui va représenter le festival de jazz et de Boissel là. Alors, Michael Fortas aussi a fait une riposte, déclaration, il a parlé, il a insisté. Enfin, la soirée était extraordinaire. Tout le monde voulait avoir cette plaque à la Place des Arts. Donc, il va y avoir une plaque. Mais attends. Quelque chose de permanent. Quelque chose qui va durer pendant longtemps. Le bébé reste longtemps dans le ventre avant de t'accoucher. Alors, la mairesse, en même temps, est allée voir ma femme, là, le soir, là, pour lui dire, écoute, je veux vous voir parce qu'on va en parler, mon équipe et tout ça, on va voir votre équipe pour ça. Alors, ça, c'est une chose. Après, une certaine Winnie Guerlange là, est allée au conseil municipal
pour dire à la mairesse, maintenant, parlons de la plaque Doudou Boissel. Doudou Boissel, qu'est-ce que vous allez faire? La mairesse, elle dit, oui, et mon équipe va voir son équipe, ça va la... C'est-à-dire, elle est d'accord avec ça. Imaginez-vous. Puis là, ça fait plus qu'1 an, c'est ça? Ça prend longtemps avant que le bébé... Alors là, depuis l'année passée, alors je cherchais, ma femme envoyait justement un email, un courriel au bureau de la mairesse, on n'entend pas parler, ils n'ont rien répondu. Finalement, j'ai insisté, j'ai appelé, quand j'ai appelé 2 fois, 3 fois, la personne du bureau de la mairesse dit, ben, écoutez, monsieur Doudou, vous savez, là, on n'a pas que ça à faire, carrément. On ne sait pas, vous avez appelé 3 fois, là, Bon, finalement, j'ai cherché, parce qu'on avait dit qu'il y avait quelqu'un qui s'occupe du dossier. Alors, j'ai dit... Finalement, j'ai trouvé ce dossier, il s'appelle Madame Boustani. Alors, je n'entends plus parler, j'ai dit Madame Boustani, je l'écris, tout ça. Là. Et voilà, le mois de septembre, j'ai dit, ben, écoute, je n'entends pas parler. Alors, je l'ai appelé, elle me dit, ah bon, on va vous voir au mois de novembre, parce qu'on va vous voir au mois de novembre pour voir quels sont qu'est-ce qui est possible. C'est pas vrai le mot. Comme si, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est peut-être les problèmes qui sont... Donc, c'était pas vraiment confirmé, c'était pas certain. Ils n'ont pas rassuré. Alors, je dis, au mois de novembre, non, je vais voir mettre en octobre. Au mois d'octobre, j'ai invité cette dame. Ma femme était là, puis une autre personne qui travaille avec moi. Ce qu'elle me dit, elle me dit, Monsieur Doudou, ce qu'on va faire, c'est que le festival de jazz veut fêter leur 40e anniversaire en 2019, cette année-là. Quel festival de jazz? Le festival international de jazz? Le festival, disons, international qui existe maintenant, là, qui m'ont volé, en fait. Et ils veulent fêter le 40e anniversaire. Je ne pense pas 80 à maintenant, là, à faire 40 ans. Hein. Alors, vous savez, elle m'a carrément laissé comprendre que ça ne va pas. Et que, ensuite, M. Simard est allé la voir pour lui dire qu'ils veulent fêter justement le 40e anniversaire. Ils ne veulent rien savoir de Doudou Boissel. Mais c'est pas reluisant pour eux. Ah, non. Ils ne veulent rien savoir de Doudou Boissel. Alors, j'ai dû écrire une lettre, un courrier à la mairesse, et j'ai envoyé ça à Mme Boustani aussi. Et puis, je ne l'entendais pas. Finalement, elle m'a contacté. Non, elle m'a dit, dans cette réunion-là, où ma femme et l'autre dame étaient là, Mme Babar Gapman, qu'on va faire quelque chose de plus grand pour le Rising Sun et tout ça. On va faire ça, puis ça sera plus grand. Mais une chose, je vous conseille peut-être de contacter Michael Farkas. Peut-être on va faire ça dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire que j'ai compris tout de suite que la ville ne veut pas s'impliquer dedans. Ils veulent que c'est parce que le mois de l'histoire des Noirs demande de faire quelque chose, là, ils vont faire quelque chose. Ouais, là. Ils prennent encore jusqu'en 2017 pour les nègres comme de couillons. J'ai compris. Il faut faire ça. Alors... Ben, Doudou, nous, on va suivre le dossier, puis je pense que vous avez beaucoup d'amis qui vont continuer à pousser aussi pour avoir une marque de reconnaissance peut-être plus permanente. Peut-être, parce qu'on va aussi essayer de laisser un peu de temps pour les questions, peut-être Oui, on pourrait peut-être parler des livres, puis des disques. Mais il y a le plus beau, là, c'est que cette partie, je reçois
vendredi 22, une lettre de Mme Boustani et aussi une personne de la ville de Montréal qui me dit lundi, le 25, La semaine prochaine? conseil, là, La semaine prochaine? ben oui, en 2-3 jours, là. On m'envoie une lettre le 22 que lundi, au conseil, ils vont faire une déclaration que Montréal, c'est la cité du jazz. Alors, ils vont inviter des gens, ils vont parler de toutes les boîtes de jazz, et puis, évidemment, vous aussi. Et puis, vous serez là. Et puis, mais tout le monde va être au balcon. Il y aura le conseil là, et puis nous tous au balcon, on va écouter, là, comme si des gens qui viennent écouter les conseils. Et puis, évidemment, le Festival international de jazz va être là aussi. C'est-à-dire une façon de lancer le Festival international de jazz. Après, là, eh ben, oh, pauvre Doudou. Eh bien, là, on vous donne une chance. Mais tout bad. Est-ce qu'on parle un peu des livres que vous avez publiés, Doudou? Oui. Puis des disques? Alors, en fait, dans un livre que j'ai publié, en français et en anglais, il y a toute l'histoire du Festival de jazz. C'est celui qui est juste C'est ici. non seulement ça, il y a tous les grands musiciens, tout le monde, leurs photos, et les rapports que j'avais avec eux. Ça, c'est un livre de collection. Il n'y a aucun livre comme ça dans le monde, parce qu'il n'y a personne qui a été près des musiciens, parce que c'est un livre après la scène, en dehors de la scène. Peux-tu faire passer le livre, Philippe? Ah oui. Si vous voulez jeter un coup d'œil. J'ai emmené ce livre-là. J'ai emmené ce livre ici. Vous pouvez en procurer. J'en ai ici. Et aussi, comme poète, j'ai écrit. C'est la chose aussi qui est très importante pour moi, la poésie. Surtout, j'écris beaucoup pour les femmes. Est-ce que c'est mauvais, là? Non, c'est une bonne chose. Oui. Alors, j'ai 2 recueils de poèmes. On peut être engagé quand même et puis aimer les femmes. Absolument. Ah bon. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, ça? OK. Alors, mais en même temps, dans mes recueils, il y a des choses aussi engagées de notre situation et de la situation des réfugiés. Et j'ai écrit ça, je vous conseille, vous allez les voir pour les regarder tout à l'heure. Et c'est ça. Puis en même temps, vous continuez à produire des spectacles. Oui, j'ai recommencé à produire. J'étais mieux de me calmer là, parce que si je ne m'étais pas calmé, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que, vous savez, en 90, on a brûlé mon club. Rising Sun a été brûlé et rasé à terre. Oui. Et là, j'ai continué à peindre et en 2017, j'ai recommencé à produire des spectacles. J'ai produit à Westmont, entre parenthèses, je suis plus accepté et plus favorisé du côté anglophone. Imaginez-vous, là, à Westmont, j'ai produit un hommage à Miles Davis. J'ai produit Renée Lee, grande chanteuse de jazz, là. Et Renée Lee, c'est une grande chanteuse de jazz, mais vous ne voyez pas grand-chose sur elle, ni à la télévision et tout ça. Ouais. Et c'est une grande chanteuse de jazz. Et une actrice aussi. J'ai produit Renée Lee. J'ai produit aussi au Lion d'Or, le plus grand spectacle de blues que n'ait jamais eu. Ça s'appelait le Montreal Jazz Guitar All Star, avec tous les grands musiciens
de guitaristes de blues. Vous pouvez aller voir ça sur ma page Facebook. Et j'ai produit aussi, pour leur faire plaisir, un hommage à la chanson, les divas de la chanson française, aussi au Lion d'Or. Je n'ai pas arrêté, j'ai d'autres concerts. D'ailleurs, j'aurais souhaité produire des concerts ici, là. C'est extraordinaire. J'aime bien cette salle, j'aime bien cet endroit-là. Je pense que bientôt, j'aimerais produire aussi. Ben, aussi longtemps que je ne suis pas mort, je vais continuer à produire des concerts. Et les concerts de jazz, moi, c'est le jazz, le blues, le salsa. J'ai fait venir les plus grands musiciens. Quand vous entendez Tito Puente à jouer pour moi, quand vous entendez Erta Kitt, Nina Simone a resté 2 mois ici avec moi. C'est un petit peu de temps de raconter des petites blagues. Ça, on peut en lire dans le livre, d'ailleurs. Oui, vous allez pouvoir parler avec Doudou. Mes histoires avec Nina Simone dans le livre, assez bizarre. Très bizarre. Bon. Je pense qu'il nous reste 15 minutes pour les questions, à moins que Doudou, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on... Alors, ouais, moi, je vais peut-être commencer avec ma question, puis après ça, je vais passer le micro à la prochaine personne. Vous pouvez vous avancer ici si jamais vous voulez poser une question. Je voulais te demander, Doudou, étant donné tous les défis que vous avez rencontrés à travers vos efforts pour apporter la musique noire à Montréal, puis l'aider à se développer à Montréal, est-ce que c'est votre passion ou votre résilience qui a fait que vous avez persisté comme ça? J'essaie de comprendre comment vous n'avez pas perdu espoir, comment vous n'avez pas juste... Il y a des gens qui deviennent peut-être rancuniers ou haineux, puis on dirait que vous avez juste continué à peindre, à écrire de la poésie, puis à vous développer là-dedans. Comment vous avez fait? La chose numéro 1, c'est de promouvoir la culture noire sur toutes ses formes. Il ne faut pas oublier, il y en a beaucoup, non seulement qui ont donné leur vie pour justement garder cette culture en vie et faire, même garder l'existence de tout ce que nous, en tant que Noirs, fils d'esclaves. Et j'ai un devoir à faire. Nous avons tous un devoir à faire, à promouvoir cette culture. Quand je dis culture, je dis tout. Surtout, on ne parle jamais dans les écoles des inventions. Les téléphones cellulaires, ouais, là, c'est des Noirs. Il y a tellement d'inventions, on ne voit pas ça, mais regardez sur Facebook, vous allez voir, maintenant, là, les Américains mettent tout pour faire connaître. Et c'est un devoir pour vous et vos enfants, noirs ou blancs, de faire connaître le monde n'est pas né seulement en Europe. En fait, nous sommes tous des Africains, que ce soit blancs ou chinois, parce que les Africains étaient partout, simplement pour justement de montrer, pour effacer l'existence des Noirs. Si vous regardez toutes les sculptures et tout, on leur cassait les mains. On cassait les nez. Quand ça saloperie Napoléon, le nez du Sphinx. Tellement là. Mais nous sommes là. Après plusieurs millions qu'on a tués, après plusieurs millions qui sont morts de sida, d'Ebola, qu'on a mis en Afrique, on est là encore. Et pour un bout de temps. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Au contraire, le noir, c'est une richesse. C'est une richesse autant
des connaissances, et connaissances culturelles, scientifiques. C'est une richesse. On devait profiter de cela. Mais on dirait, on est comme des virus. Plus que tu les tues, plus qu'ils reviennent encore. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Quand tu tues un noir, il y a au moins 100 qui viennent tout de suite. C'est pour cela, vous voyez là, l'Afrique, les plus âgés, toute l'Afrique, hein, peut-être 30 ans au plus. Et ils sont conscients de ce qui se passe. Et maintenant, ici, je parle de Montréal maintenant, ce qui se passe, on a le même problème, notre même problème. C'est que nos vieux Africains, Antillais, tout ça, là, ils sont encore à l'adoration de la culture française. D'ailleurs, quand ils écrivent, ils ne peuvent pas dire un mot s'ils ne parlent pas de Shakespeare ou bien de Jean-Jacques Rousseau, c'est là. Alors que nous avons des choses, les contes créoles et tout ça. Mais il faut que, parce qu'il faut montrer que vraiment, on est cultivé aussi. Parce que c'est pour ça, là, il faut être à Cannes. Alors quand on est à Cannes, mais maintenant là, quand on a vu nos jeunes là, ils sont ici, je ne sais pas comment on a, ici, là, et à travers le monde, mais ici à Montréal, là, nos jeunes noirs, ils bougent. Et ils font beaucoup de choses. Mais ils n'attendent pas Radio-Canada pour le faire parce que Doudou Boissel est l'ennemi de Radio-Canada. Ah, mais je suis boycotté complètement. Mais je vais vous donner juste un petit exemple. Quand le livre est sorti, ce livre-là, Brûlé avait envoyé un attaché de presse. Michel Brûlé, votre Je histoire. suis allé pour une émission avec Jacques Beauchamp. Il faut dire leur nom parce qu'il faut connaître nos ennemis, il faut connaître. Ouais. Jacques Beauchamp. Ouais. Il voulait parler du Rising Sun, mais il ne voulait pas que je parle du festival de jazz. Alors, toute l'émission, quand ça a terminé, j'ai dit, écoute, il ne faut pas oublier, je suis Doudou Boissel, le fondateur du festival de jazz. Alors, lorsque j'ai terminé, je suis monté, l'attaché de presse m'a dit, Doudou, si tu parles encore de ça, tu n'auras aucune interview. Effectivement, j'avais une interview avec Michel Deshôtels. Plus tard, Jean-Pierre, il y a des problèmes, patati, des problèmes de circulation. J'ai compris que le problème de circulation qu'il parlait, c'était dans sa tête, là. Ça circulait, il ne savait pas quoi faire parce qu'il me connaît très bien. Alors voilà. Et il faut... Maintenant, là, une autre chose que je conseille à nos jeunes, il ne faut pas attendre des jobs, il faut créer des... Le Canada n'est pas un endroit pour aller chercher des jobs. Mais ils en font. Maintenant, là, il faut voir tout ce que on n'en parle pas de ça, là. Les entreprises privées noires, comment, les choses qu'ils font. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui avait... Non? Pas de questions? OK. Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions tout de suite pour M. Boissel, vous allez avoir l'occasion de lui poser des minutes. Il est encore ici pour peut-être 10 minutes. Il y a un autre engagement plus tard. C'est un homme très sollicité. Donc... Finalement. Merci beaucoup, Doudou. Oui, mais avant de partir, je veux aussi, c'est important pour moi, de celle qui m'a accompagné pendant 47 ans, Yolande Lessard, qui est là, et qui est ma femme, et qui, le livre, vous voyez, elle est calligraphe, et c'est elle qui a fait
le livre, tous les livres de poèmes, tout ça. Là. C'est elle qui a fait l'affiche aussi. Et puis aussi, il faut... C'est pas facile avec Doudou. Alors, Merci. Un gros merci, Alan.